Voici la correction des questions de grammaire sur les textes des deux premiers parcours, avec 2 points seulement de grammaire, les analyses de phrases interrogatives et puis l'analyse syntaxique de premier degré, on va dire. L'analyse syntaxique s'appelle aussi l'analyse logique. Donc, si on vous dit faites l'analyse logique, c'est la même chose que l'analyse syntaxique. C'est analyser une phrase en repérant les différentes propositions et leur nature. Donc, pour cela, vous avez ce schéma qui peut vous y aider. On repère les propositions. Donc, la première des choses, je vous rappelle, c'est de souligner les verbes conjugués, de séparer les propositions en vous aidant de la ponctuation, des conjonctions de coordination, évidemment des mots subordonnants. Avec un mot subordonnant commence une subordonnée. Donc, on peut avoir évidemment une principale, on peut avoir des indépendantes et des subordonnées. Si on a une principale, on a une subordonnée et inversement, l'indépendante, elle, fonctionne seule, mais on peut avoir plusieurs indépendantes dans une phrase. Donc ça, c'est le premier degré, c'est-à-dire que vous avez séparé votre phrase en proposition et vous commencez par dire laquelle est principale, laquelle est indépendante, laquelle est subordonnée, sachant qu'il peut n'y avoir que des indépendantes, par exemple. Une fois qu'on a repéré les subordonnées, on va voir s'il s'agit d'une complétive. La complétive complète un verbe. Elle se trouve donc après un verbe. L'interrogative indirecte qu'on a vue est une complétive puisqu'elle complète un verbe qui comporte une interrogation ou une notion d'ignorance. Donc je demande si, etc. Je ne sais pas si, j'ignore si, tous ces verbes introduisent une complétive qui est interrogative indirecte. La relative se trouve après un nom, la plupart du temps en tout cas, elle complète un nom, éventuellement un pronom. Et enfin, les circonstanciels qui sont un des points du programme de première, donc sur lesquels on peut vous poser plus de choses. Les circonstanciels ont une valeur de complément circonstanciel. Attention néanmoins, tous les compléments circonstanciels que vous connaissez en tant que groupe nominal, vous n'allez pas avoir toutes les mêmes nuances pour les propositions. Vous n'allez pas avoir une proposition circonstancielle de manière, par exemple. Ça n'existe pas, ni de moyens. Vous pouvez avoir une proposition circonstancielle de temps qui commence par lorsque, quand, etc. De cause, parce que, puisque, comme, de conséquence, de sorte que, de but, pour que, afin que, ou de concession, bien que. On a aussi l'opposition, tandis que. Voilà, donc on pourra vous demander ce niveau d'analyse, c'est-à-dire si j'ai une subordonnée, est-ce une complétive, une relative, une circonstancielle? Et si c'est une circonstancielle, on verra ça de plus longuement dans les cours suivants de grammaire, mais il faudrait être capable de repérer la nuance circonstancielle, la nuance éventuellement logique qui est exprimée. L'autre point donc, sur lequel vous pouvez être interrogé pour ce bac blanc, hein, vous aurez plus de points pour le vrai bac, notamment l'analyse de la négation, c'est l'analyse de la phrase interrogative. Donc, pour rappel, quand on a une interrogative, on va se poser la question, est-ce qu'on a une interrogative directe ou indirecte? Directe, évidemment, elle se termine par un point d'interrogation. Elle n'est pas introduite par un verbe de parole, alors que la proposition indirecte fait partie du discours indirect. Elle va être introduite par un verbe comme je demande si, je ne sais pas pourquoi, par exemple. Et il n'y aura pas de point d'interrogation, il n'y aura pas les marques de l'interrogation. On se pose la question dans les deux cas de savoir si l'interrogative est totale, on peut répondre par oui ou non, ou partielle, on va répondre par autre chose. On regarde les marques de l'interrogation, et les marques de l'interrogation, c'est le point, pardon, d'interrogation, est-ce qu'il y a ou non un mot interrogatif comme un adverbe, pourquoi, comment, comme un pronom, qui, comme un déterminant ou adjectif, quel, hein, quelle heure est-il, par exemple, ou bien il peut n'y avoir rien dans l'interrogatif total. Il peut y avoir également la locution est-ce que, qui appartient au registre de langue
courant. Donc ça, c'est la quatrième pardon, remarque que vous pouvez faire. Est-ce qu'on est dans un registre soutenu avec une inversion du sujet? Est-ce qu'on est dans un registre courant avec la locution est-ce que? Ou bien est-ce qu'on est dans une interrogative, dans un registre familier, sans inversion, sans marque finalement d'interrogation autre que l'intonation et le point d'interrogation. Voilà, donc c'est parti pour l'application. Premier texte, celui d'Horace, faites l'analyse syntaxique de la phrase. Donc je commence par repérer les verbes, veut, ouvre, rend, laisse, j'ai fait une faute, dépendait, adorait et pleure. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbes conjugués, ce qui veut dire qu'il y a 6 propositions et qu'il va falloir du coup donner la nature de ces 6 propositions. Et si tu veux enfin, regardez ici, on a voilà, on a un mot subordonnant, donc c'est une subordonnée. Là encore, mot subordonnant, deuxième subordonné. Je vais mettre un slash pour euh, séparer les propositions. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Alors, on va continuer. Voilà. Rends-moi mon curias avec la dièse. Hein, si vous tombez sur ce texte, n'oubliez pas la dièse. Où laisse agir ma flamme? Ma joie et ma douleur dépendaient de son sort. Je l'adorais vivant et je le pleure mort. Voilà la séparation. Donc on a deux subordonnés. Si tu veux enfin, c'est introduit par si, on est donc dans une proposition de condition, c'est donc une proposition circonstancielle. Que je t'ouvre mon âme. Donc ça commence par que. Très souvent, les propositions qui commencent par que sont des complétives. Et là, c'est bien le cas puisque ça complète le verbe vouloir. Si tu veux quoi, que je t'ouvre mon âme. Donc cette proposition, elle est complétive. On voit bien qu'elle est COD du verbe vouloir. Rends-moi mon curias. Eh bien, puisqu'on a deux subordonnées, donc celle-ci, hein, la deuxième dépend de la première. Mais là, on a une première subordonnée qui a besoin d'une principale, et voilà sa principale. Rends-moi mon curias, et puis où laisse agir ma flamme. Vous voyez qu'on a un mot qui coordonne, et donc on a une indépendante qui est coordonnée à la proposition précédente. Ma joie et ma douleur dépendaient de son sort. On aurait très bien pu avoir ça tout seul dans une phrase, c'est donc une indépendante. Je l'adorais vivant et je le pleure mort. On a deux indépendantes qui sont coordonnées par la conjonction de coordination et. Voilà pour cette question. Deuxième question sur Antigone. Faites l'analyse des phrases interrogatives du texte. Donc déjà, je vais aller chercher le texte d'Antigone. Je les ai soulignés. Tu es malade. Donc, interrogative directe, puisqu'on a un point d'interrogation. Elle est totale, puisqu'on peut répondre par oui ou non. Les marques de l'interrogation, il y a le point d'interrogation. Comme c'est une interrogative totale, il n'y a pas de mot interrogatif. Et il n'y a pas d'inversion du sujet, puisque on est dans un registre de langue familier. On avait vu pour Antigone que on a dans un texte qui est une tragédie, un registre de langue qui est plutôt bas, qui est familier ou courant, et donc qui contraste avec le genre de la tragédie qui est censé porter sur un sujet élevé, dans un style élevé. Tu te souviens, s'analyse de la même manière. Donc, interrogatif direct, total, on peut répondre par oui ou non. Pas de mot interrogatif puisque c'est une question totale et pas d'inversion du sujet, on est dans un registre de langue familier. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Donc cette fois, on a un mot interrogatif, on est toujours dans une interrogative directe. Voilà. Euh,
Donc, marque de l'interrogation, le point d'interrogation, et puis l'inversion du sujet. Donc, interrogative directe, interrogative partielle, puisqu'elle commence par un mot interrogatif, elle va appeler une autre réponse que oui ou non. La marque de l'interrogation, c'est l'adverbe interrogatif pourquoi et l'inversion du sujet plus le point d'interrogation. Et puisqu'on a une inversion du sujet, on est plutôt là dans un registre soutenu. Donc vous voyez que Ismène, ça pourrait être finalement une distinction par rapport à sa sœur, va utiliser le registre soutenu alors que Antigone utilise un registre plus familier. Pourquoi? Phrase non verbale, d'accord, interrogative, qui ne comporte que le mot interrogatif et qui est donc une interrogation partielle. Ça veut dire que il y a un verbe qui est sous-entendu, hein. Pourquoi? On va regarder ce qui précède. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Donc, sous-entendu, pourquoi nous ne pouvons pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas? On pourrait très bien vous poser la question ici, restituer le verbe pour avoir une phrase verbale, une interrogative verbale, et utiliser les différentes formulations courantes, familières et soutenues. Familière, pourquoi nous ne pouvons pas? Courante, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas? Soutenue, pourquoi ne pouvons-nous pas? Ça pourrait être une question de grammaire aussi. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Donc toujours interrogatif direct avec la marque de l'interrogation. On a une interrogative partielle avec le pronom interrogatif que. On a la locution est-ce que qui permet qui est une des marques de l'interrogation appartenant au registre courant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les interrogatives. Faites l'analyse syntaxique de ce passage. Je l'ai faite ce matin. Souvenez-vous, donc il y a bien deux verbes. Donc, je vais reprendre ça. Deux propositions. Avec un ordre des mots qui est particulier, on a ce qu'on appelle une phrase emphatique, puisqu'on va inverser l'ordre des mots pour mettre en valeur l'interrogative indirecte, hein, qui dépend du verbe, pardon, je ne veux pas savoir, du verbe savoir, ne pas savoir finalement. Voilà, donc principal et interrogative indirecte. Je l'avais fait ce matin. Même chose, je l'avais fait ce matin aussi. Encore une interrogative indirecte avec le verbe introducteur. Je ne sais pas pourquoi. D'accord? Enfin, je ne sais pas. Donc la principale, verbe introducteur d'une interrogative indirecte. L'interrogative indirecte, elle est ici. Elle est partielle puisqu'elle commence par le mot interrogatif, l'adverbe interrogatif. Pourquoi? Et il n'y a pas d'autres marques de l'interrogation puisqu'on est dans une indirecte, donc pas de point d'interrogation, pas d'inversion du sujet. Et il prend un autre train, donc deuxième proposition avec ce verbe. La proposition ne dépend d'aucune autre, elle est donc indépendante. Qu'est-ce que cela fait? Interrogatif cette fois direct avec un pronom interrogatif, donc c'est une interrogative partielle, et vous avez est-ce que, la locution est-ce que, qui est la marque de l'interrogation ici, et qui appartient à un registre plutôt courant. Voilà, ça je le fais rapidement parce qu'on l'a fait ce matin. Portrait de Mademoiselle de Chartres, faites l'analyse syntaxique de la première phrase. Alors je reprends le texte. Voilà. Il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Donc l'analyse syntaxique se prête bien sur ces textes classiques avec des phrases complexes, assez longues, voilà, donc qui vont permettre d'avoir quelque chose un peu intéressant à analyser.
Je vous souligne les verbes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verbes, 6 propositions. Il parut alors une beauté à la cour, virgule. Euh, Pronom relatif, on a donc une relative qui commence, qui attira les yeux de tout le monde. D'accord? Donc la relative est complète l'antécédent beauté. Et l'on doit croire, vous avez un et qui est une conjonction de coordination qui va donc permettre de coordonner cette proposition à la précédente. Et l'on doit croire que, hop, vous voyez un que, mot interrogatif, ce qui veut dire qu'on... interrogatif, pardon. Mot subordonnant, ce qui veut dire qu'on commence une autre proposition, une proposition subordonnée. Que c'était une beauté parfaite, hop, je m'arrête là. Le que est très souvent un que qui introduit une complétive. En tout cas, c'est le cas quand il est derrière un verbe. On doit croire quoi? Que c'était une beauté parfaite. Donc c'est une complétive. Puisque, voilà encore un mot subordonnant, donc c'est une subordonnée. Elle donna de l'admiration dans un lieu, subordonnée qui indique la cause avec puisque. Et puis une nouvelle relative introduite par le pronom relatif où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Voilà, donc notre relative complète le nom, lieu. Donc on a bien deux relatives qui complètent un nom, d'accord, qui atterra les yeux de tout le monde, complète beauté, qu'on était si accoutumé à voir, ou on était si accoutumé à voir de si belles personnes, complète lieu. On a la principale, il parut alors une beauté à la cour. Une deuxième principale coordonnée à la première, et l'on doit croire, suivie d'une subordonnée complétive, que c'était une beauté parfaite, suivie d'une proposition circonstancielle de cause, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu, et puis la relative. Voilà pour cette analyse. Question suivante. La scène du bal. Repérez les interrogatives indirects dans ce passage et transformez-les en interrogatifs directs. Ils leur demandèrent, les rois, s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient pas. Un petit peu compliqué, vous voyez que vous avez un verbe introducteur d'interrogative, pardon, euh, d'une interrogative indirecte. Le verbe demander va introduire une question et cette question, puisqu'elle est introduite, elle est indirecte. Donc, l'interrogative indirect commence ici. S'il n'avait pas bien envie de savoir. Ouais. Et, oh, une deuxième interrogative indirecte. Le passage est compliqué. Donc, en fait, on a une première interrogative indirecte qui dépend de demander et une deuxième qui dépend de savoir. Et s'ils ne s'en doutaient point, donc ils demandèrent s'ils ne s'en doutaient point, ce qui veut dire qu'on a une deuxième interrogative qui dépend de demander. Ça va donner, ils demandèrent, il faut que je le mette d'une autre couleur, on va mettre en bleu, ils demandèrent, c'est le roi et la reine qui demandent à la princesse de Clèves et au duc de Nemours. Ouvrez les guillemets, puisque là, on va avoir une interrogative directe. N'avez-vous pas bien envie de savoir qui est chacun d'entre vous? C'est difficile de trouver ou qui vous êtes l'un l'autre. Ça peut être ça, qui vous êtes. C'est difficile de trouver une formulation qui soit, comment dire, acceptable, qui soit plausible, qui soit pas lourde. Euh, N'avez-vous pas bien envie de savoir qui vous êtes l'un l'autre et ne vous en doutez-vous point. Voilà. On commente les transformations qu'on a faites. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert les guillemets, on a changé les pronoms, c'est-à-dire qu'on passe du pronom de troisième personne au pronom vous. On a changé le temps, on passe au présent.
Il va y avoir cette fois une inversion du sujet. Surtout dans un texte classique, on va choisir l'inversion du sujet et pas un est-ce que. D'accord? Et puis évidemment, on rajoute le point d'interrogation. Voilà pour les transformations qui ont été faites, hein. Le temps, les pronoms, je vais le mettre d'une autre couleur, voilà, et le point d'interrogation. Voilà, trois choses qui ont changé. L'aveu, analyser l'interrogatif direct du texte et transposer là au discours indirect. Donc il n'y a qu'une interrogative directe, il faut aller la trouver, c'est pas très difficile. La seule phrase interrogative qui se termine par un pronom. Je suis en train de chercher, ça c'est un, 2 et 3. Voilà, je l'ai souligné. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Donc voici notre interrogative, on l'analyse. C'est une question partielle puisqu'elle commence par un pronom interrogatif. On a évidemment le point d'interrogation à la fin et on a comme marque de l'interrogation en plus du pronom l'inversion du sujet dans un registre soutenu. Cela donne si on passe à l'interrogative indirecte, je regarde si j'ai mis j'ai pas mis un verbe introducteur. Donc, le prince de Clèves demanda qui était, alors, je vais reprendre le texte, je me souviens plus, cet homme heureux qui lui donnait cette crainte. Donc, qui était cet homme heureux qui lui donnait cette crainte? On souligne les transformations qu'on a faites. On a mis un verbe introducteur. On a changé, si le verbe introducteur est au passé simple, le temps, hein, pour passer au temps du récit. Et puis on a changé ce pronom-là. On passe du pronom vous au pronom de troisième personne, hein, puisque c'est le prince qui s'adresse à sa femme, il la vouvoie dans le discours direct, et quand on passe au discours indirect, tous les pronoms passent à la troisième personne. Et là encore, changement de temps. Analyser les phrases interrogatives suivantes. Ne serait-ce pas une raison de plus pour les craindre? Comment oser s'embarquer sur une mer couverte de mille et mille naufrages? Je vous en ai mis deux. Alors, une qui est déjà à la forme négative. Si vous étiez à la fin de l'année au bac, vous pourriez rajouter quelque chose sur la négation. C'est une interrogative directe. Elle est totale, hein. On peut répondre par oui ou non. En fait, l'interrogation est orientée vers une réponse si. Euh, on a une inversion du sujet, donc un registre plutôt soutenu. La deuxième est au contraire une interrogative partielle qui commence par l'adverbe interrogatif comment. Et elle associe, donc elle a évidemment un point d'interrogation, mais elle a ceci de particulier que c'est une phrase qui ne comporte pas de verbe conjugué, mais son verbe est à l'infinitif. Donc du coup, il n'y a pas d'inversion du sujet ou quoi que ce soit. On est plutôt dans un registre de langue soutenu. Enfin, il me semble que c'est la dernière question. La mort d'Emma Bovary, faites l'analyse syntaxique de la phrase suivante. Félicité s'agenouilla devant le crucifix et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets, tandis que Monsieur Canivet regardait vaguement sur la place. Il n'y a pas de grande difficulté, c'est pas une phrase très très longue. On souligne les verbes première proposition. La deuxième est introduite par la conjonction de coordination et le verbe fléchi, deuxième proposition. Ensuite, on voit que on a
un mot subordonnant, donc on va avoir forcément une proposition subordonnée. Voilà. Donc la première, proposition indépendante. Félicité s'agenouilla devant le crucifix. Il n'y a aucune proposition qui dépend d'elle, il n'y a pas de subordonné à côté. Et le pharmacien lui-même fléchit un peu les jarrets. Donc là, on a une nouvelle proposition qui, cette fois, est principale puisqu'elle va être suivie d'une proposition subordonnée. Souvenez-vous, s'il y a une subordonnée, il y a forcément une principale. La principale, c'est celle qui va par le sens avec la subordonnée. Elle commence par tandis que, c'est donc une proposition subordonnée circonstancielle. C'est une proposition circonstancielle de temps, hein, puisque ça indique une simultanéité entre deux actions. Le fait que le pharmacien fléchisse les jarrets et l'autre regarde vaguement sur place. Il y a une légère notion d'opposition entre les deux, mais pour moi, c'est plutôt une temporelle, une proposition circonstancielle temporelle. Voilà pour ces analyses. J'ai été rapide, mais je voulais pas faire non plus une vidéo trop longue. J'espère que ça vous aidera. C'est sûr que si vous n'avez rien retenu depuis le début de l'année, ça reste compliqué, mais je pense quand même que vous êtes capable de repérer les différentes propositions et de savoir si c'est une principale, une subordonnée ou une indépendante. J'espère. Bon travail, bon courage, bonne révision.